Bonjour à tous, aujourd'hui je m'adresse aux jeunes et aux moins jeunes, tous ceux qui veulent monter leur entreprise, devenir des entrepreneurs et qui cherchent les meilleures solutions, les plus efficaces, les moins chères, les plus évolutives pour construire leur entreprise. Et donc on va parler des solutions et du formidable levier que peut être l'open source pour monter une entreprise. Jingle! Alors l'objectif de cette vidéo, c'est effectivement de montrer en quoi l'open source apporte des solutions efficaces, concrètes, pour faciliter la construction, l'initialisation, la mise en œuvre d'une nouvelle entreprise. Alors, l'open source, c'est quoi encore ce truc? Vous allez me dire, mais c'est pas possible, tu n'arrêtes pas à chaque fois sur toutes tes présentations, tu nous fais une présentation des principes de l'open source. Oui, oui, et forcément j'essaye de recontextualiser systématiquement ce qu'est l'open source, parce que tout le monde n'a pas forcément vu toutes les autres vidéos avant. Donc cette fois-ci, je me suis dit, allez, soyons cool, je vais essayer de trouver une nouvelle image. Donc cette fois-ci, on va parler cuisine. Donc imaginez une recette de cuisine, et puis bah, il y a la version cuisine propriétaire. La recette, elle est secrète. Vous ne pouvez acheter que le plat tout fait, sans savoir comment il a été préparé, et vous ne pouvez pas le modifier. Alors, quand on va au restaurant, un truc étoilé, c'est top, on peut avoir des trucs super bons. Il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas refaire la recette chez soi, et on ne peut pas l'adapter, y apporter sa propre touche, sa propre version. Donc cette fois-ci, on va regarder la cuisine open source. Et la cuisine open source, c'est une recette qui est partagée avec tout le monde. Vous pouvez la lire, la comprendre, vous pouvez l'améliorer, ajouter du piment si vous voulez, un truc un petit peu plus puissant, on va dire. Vous pouvez la partager avec vos amis, vous pouvez vendre même vendre les plats que vous cuisinez avec. Et c'est à peu près par là qu'on va aller. Alors en informatique, c'est exactement pareil. Donc le code, finalement une recette, c'est presque le code et la recette, c'est presque la même chose. Le code est accessible à tous. Donc l'open source, c'est de la recette de cuisine librement diffusable, accessible et reproductible par tout le monde. C'est bon pour tout le monde? Donc pour présenter notre sujet, on va faire connaissance avec deux entrepreneurs. D'un côté, on a Chloé. C'est une créatrice de mode. Elle essaye de lancer son projet. Ça s'appelle EcoChic. C'est une boutique en ligne de vêtements éco-responsables. Et puis, son besoin, c'est d'avoir un site e-commerce qui fonctionne bien. Plutôt joli, bien fait, construit. Elle fait des jolies tenues, donc elle veut quand même un site qui soit un minimum joli, quoi. Mais c'est surtout, elle veut pas que ça lui coûte la moitié de son budget. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de fabriquer des vêtements. C'est pas de monter un site internet pour les vendre. Et sa compétence technique, bah non, elle est débutante. Elle sait utiliser l'ordinateur, ça y a pas de problème. La génération des digitales natives, tout ça, forcément, l'ordinateur, c'est dans les mœurs. Mais alors le code, rien. Pour elle, JavaScript, même HTML, c'est du chinois. Elle comprend rien. Et de l'autre côté, on a Léo. Alors lui, Léo, par contre, le code, c'est sa vie. C'est un développeur visionnaire. Son objectif, c'est de créer TaskFlow. C'est un logiciel qui veut mettre à disposition en software as a service, en ligne, du coup, pour optimiser la gestion des projets pour les PME. Son besoin, c'est construire une application web complexe, rapidement, et sans réinventer la roue. Il veut pas avoir à redévelopper tout et n'importe quoi, il veut s'appuyer sur des choses qui ont été fabriquées par d'autres et qui sont fiables et opérationnelles. Il a une grosse compétence technique. C'est un expert. Il code depuis qu'il a 15 ans, il n'arrête pas et il maîtrise les langages, il maîtrise les technologies, les concepts, les architectures. Bref, c'est un expert. Alors, on va se concentrer un tout petit peu sur le défi de Chloé. Chloé, elle, c'est je veux vendre en ligne, mais j'ai pas 30 000 euros à mettre en place pour me construire une infrastructure de vente en ligne. Je suis pas une grosse entreprise, je suis une jeune pousse, une jeune entreprise et je veux vendre. C'est ça son objectif. Donc le parcours de Chloé, ça commence par des devis qu'elle a fait dans des web agencies. Où il lui propose tout, c'est-à-dire pas uniquement le design et la construction du site et ainsi de suite, le design du site, il leur propose tout depuis la mise en place, le code, l'hébergement du code.
Et là, les prix, là, c'est exorbitant. Elle est absolument pas capable de l'absorber. Sinon, elle va dépenser une grosse partie de ce qu'elle voudrait dépenser pour le fond de son projet. C'est-à-dire fabriquer des choses, construire des patrons, des modèles, construire les vêtements, fabriquer les vêtements à partir de ça et les commercialiser. Donc, le risque pour son projet, il est grave, parce que malgré tout, à un moment, il va falloir les vendre, ces produits. Donc il y a un risque d'abandon avant même d'avoir commencé, parce que si elle ne peut pas avoir le point de vente, et le point de vente de proximité va pas suffire, ou peut-être pas, mais en tout cas, c'est pas son modèle économique, et elle a donc besoin de ce point de vente en ligne, et bah, il y a un risque d'abandon avant même qu'elle ait commencé. Donc, il y a quand même pas mal de gens qui lui ont parlé du fait que, mais attends, Chloé, tu sais, il y a l'open source quand même, il y a des produits gratuits. Alors bon, il dit gratuit, il y a des produits sur lesquels tu peux t'appuyer, sur lesquels potentiellement tu vas avoir de l'autonomie. Tu vas pouvoir toi-même les mettre en œuvre, ou regarder comment facilement les mettre en œuvre, et puis discuter avec cette fois-ci un rapport de force beaucoup plus concret vis-à-vis des partenaires avec lesquels elle veut travailler, pour commencer à réduire les prix. Ça ne veut pas dire forcément faire tout elle-même, mais ça veut dire euh, avoir du répondant vis-à-vis des interlocuteurs techniques qui vont être face à elle. Donc effectivement, il y a un ami qui lui a parlé des solutions open source, plusieurs amis même. On lui a parlé de WordPress, et puis il lui a dit, mais tu sais, c'est un système pour créer des sites internet, des sites web, c'est utilisé pratiquement par 40% du web mondial, le coût du logiciel, c'est zéro. Il fait comment ça, c'est zéro? Bah oui, il lui dit c'est de l'open source, voilà, c'est librement accessible, c'est librement utilisable. Mais voilà, un peu surpris, mais pourquoi pas? Et puis après, il lui dit, mais tu sais, en plus, tu m'as dit que tu voulais vendre en ligne dessus. Bah, ce logiciel, il est modulaire, on va pouvoir y installer des plugins, et notamment, par exemple, WooCommerce, qui permet de gérer la totalité de la boutique en ligne, et là, le coût du logiciel, encore une fois, c'est zéro. Alors bon, il se doute bien qu'il y a quelque chose qu'il va falloir adapter, qu'il va falloir des graphismes, qu'il va falloir d'autres choses. Mais finalement, la lumière commence à s'allumer, parce qu'elle se dit, je vais y aller en force, en expliquant bien à la société que moi, ce que je veux, c'est qu'il me fasse des graphismes, et potentiellement, elle est créatrice. Elle est créatrice. Peut-être que pour le coup, développer un peu les graphismes, au moins dans un premier temps, elle va peut-être pouvoir se débrouiller. Donc, elle entrevoit des solutions. Et donc, ces actions, qu'est-ce qu'elle fait dans la foulée? Elle achète un hébergement web avec un nom de domaine. En gros, ça coûte 60 euros, environ 60 euros par an, au début, hein, quand on n'a pas des gros besoins de trafic. Elle choisit un thème graphique parce qu'effectivement, dans un premier temps, elle se dit, oh, le graphisme, ça va être trop compliqué. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Ah, elle regarde, elle dit, celui-là, il est vraiment bien, il coûte pas trop cher, bon, je vais me laisser aller. Donc elle s'achète son petit thème payant, là, environ 50 euros. Elle en avait vu d'autres qui étaient trop chers. Bon, ouais, pour le début, c'était trop cher. Elle configure sa boutique grâce au tutoriel de la communauté, parce qu'effectivement, elle a pris le temps et elle s'est servie de toutes les bases d'informations. Même potentiellement, l'IA, effectivement, bah, lui a été d'un certain renfort, parce que ces données-là sont indexées dans les LLM, hein, enfin, sont appris par les LLM, excusez-moi. Et du coup, elle commence à être bah, presque opérationnelle, hein. Donc le résultat, c'est que finalement, en une semaine, elle a une boutique éco-chic. Elle a quelque chose qui potentiellement peut faire un petit peu l'affaire pour le début. Elle n'a pas une solution qui est solide, mais elle a une solution qui est opérationnelle. Et finalement, c'est ça qui est important. Donc ça, on vient de voir le parcours de Chloé. Maintenant, on va regarder le parcours de notre ami Léo. Lui, on se rappelle, lui, il doit construire un produit logiciel qu'il veut mettre en software as a service. Ça doit être robuste et ça doit être vite fait et tout seul, pour le coup. Parce que pour le moment, il n'a pas encore les contacts qui vont bien, et ainsi de suite. Il n'a pas. Enfin, il veut maîtriser son business, donc il préfère le faire seul. Donc Léo, son idée, c'est le fameux logiciel Taskflow, là. Mais pour créer son logiciel, il a besoin d'infrastructures pour héberger l'application. Il a besoin d'une base de données, hein, pour stocker toutes les informations, les sessions. Il a besoin de langage de programmation et de framework pour coder la logique. Bon, sur ce point-là, on va voir qu'effectivement, il a déjà du répondant. Le risque pour son projet, c'est de perdre des mois à développer des briques de base, au lieu de se concentrer sur la charge active de son logiciel, sur l'innovation qu'il veut mettre en œuvre en proposant son logiciel Taskflow. Donc là, les solutions open source pour Léo, c'est bâtir sur les épaules des Kyojin.
des géants. Voilà, donc c'est pour faire une petite référence à l'attaque des titans, ma fille sera contente quand elle verra la vidéo. Donc voilà, il faut qu'ils bâtissent sur les épaules des Kyojin. Et là, des Kyojin, il y en a. Il y a, il part pas de zéro. Il y a déjà, pour le système d'exploitation, il peut installer une Ubuntu serveur. Il y a des garanties de support avec des long time support. Il y a le Docker. Il va pouvoir effectivement faire de la containerisation, Docker ou Podman et ainsi de suite. Il va trouver des alternatives, même potentiellement. Aller ensuite sur de l'orchestration un peu plus poussée, mais dans un premier temps, Docker, même presque en standalone sur le serveur, ça peut suffire au début. Oui, il n'y aura peut-être pas de redondance, il n'y aura peut-être pas toute la puissance de l'orchestration, mais ça peut être un bon départ. Pour la base de données, il a déjà joué avec Postgres, donc il est parti, hein, il se sent à l'aise avec tout ça. Redis, pareil, hein, pour faire ses caches, pour faire son session management. Et puis, bah, par contre, effectivement, ça fait un petit moment qu'il regarde du côté de Rust. Il se dit, bon, bah, cette fois-ci, mon back-end, je veux un truc solide, hein, je veux quelque chose qui tienne la route au niveau du back-end. Hop, il commence à se lancer. Rust, il développe en Rust. Rust, bah, on va voir qu'il peut l'accompagner, hein, il l'accompagnera dans le futur. Et puis, bah, après, pour toute la partie front-end, il se dit, tiens, je préfère un truc un peu plus light, un peu moins étoffé que les gros frameworks React, Vue et ainsi de suite, et il s'oriente vers Svelte. Alors, ses choix, hein, donc effectivement, système d'exploitation et container Linux, gratuit, ultra stable. Finalement, il se dit, ah, je vais tout de suite me prendre plusieurs serveurs, il se fait un petit Docker Community Edition en Swarm. Container web, il met en place du Nginx, du Nginx. C'est gratuit, c'est ultra rapide, ça permet de vraiment répondre à tous les enjeux pour héberger son applicatif. Il met en place un petit ingress trafic, là, comme il a mis son petit Docker. Il met sa base de données Postgres, gratuit, puissant. C'est vraiment une base de données extrêmement robuste. Redis, qui est redevenu open source, donc il voit l'avenir de façon plus sereine avec ce produit. Pour son back-end, au début, il avait fait un petit POC en Ruby pour aller le plus vite possible, il a fait un premier MVP, mais rapidement il a investi sur Rust pour quelque chose de beaucoup plus robuste. Et puis bah, pour son front-end, comme je vous l'ai dit, il est parti sur Svelte. Le résultat, donc en une semaine déjà avec Ruby, il avait fait un POC parce que voilà, il est familier du langage, il était capable d'utiliser Rails très vite ou de faire un truc en Sinatra assez vite pour la partie back-end. Ça franchement, c'était prototypé, c'était mis en place. Il a trouvé des hébergeurs français tout à fait abordables. Il a monté ses petits serveurs directement avec son petit cluster. Alors il aurait pu aller sur des services un petit peu plus évolués du cloud parce qu'on a des solutions en France pour faire ce genre de choses. Il a préféré avoir un petit peu plus la main sur son infrastructure. Il est resté sur l'infrastructure as a service et il a déployé lui-même son petit Docker Swarm. Il a pu se concentrer par contre à 100% sur les fonctionnalités uniques de TaskFlow. Et son logiciel, bah, la charge active, la promesse, la réponse fonctionnelle de son logiciel, ça a été sa priorité parce que du coup, il s'est appuyé sur des choses qui étaient ultra solides et ultra efficaces pour construire. Alors maintenant, si on regarde les atouts de l'open source, pourquoi ça marche, pourquoi on peut s'appuyer sur l'open source pour créer son entreprise, bah la première chose la plus importante, c'est qu'une entreprise qui se construit, elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas la capacité financière de pouvoir investir et de dégager des fonds. Pour qu'elle puisse dégager ses fonds, il va falloir qu'elle se démontre. Donc effectivement, l'avantage de l'open source, c'est que sur des produits sélectionnés, robustes, bah, le risque va être très faible, mais le coût aussi va être très faible par rapport aux solutions propriétaires. Pas de frais de licence, l'argent est investi dans la personnalisation et pas dans l'achat de la boîte. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, c'est l'accélération, c'est le time to market. On ne réinvente pas la roue, on se concentre sur sa valeur ajoutée, surtout dans le cas de Léo. Encore un désavantage, la flexibilité et le contrôle. Le code est ouvert, donc on peut l'adapter. Alors peut-être pas pour pas pour notre jeune créatrice, mais disons que pour Léo, oui, là, il va pouvoir aller modifier deux, trois petites choses si c'est nécessaire. Le tort pour qu'il réponde parfaitement à son besoin et pas à une dépendance à un éditeur. Ensuite, il y a la notion de transparence et de sécurité. Oui, le code open source, c'est un code fiable, sûr, parce que c'est un code qui est surveillé par un nombre d'yeux extrêmement important. Des milliers d'yeux sur le code permettent de détecter et de corriger
les failles beaucoup plus rapidement. Alors oui, ça, c'est en théorie. Mais cette théorie, elle se vérifie le plus régulièrement, le plus souvent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception. Et enfin, ce qui est super intéressant avec l'open source, c'est cet aspect communauté et support. Il y a des milliers de développeurs et d'utilisateurs qui s'entraident via des forums, des tutoriels, des plugins, de la contribution. Le modèle économique associé à l'open source, c'est un modèle hyper productif. Et donc forcément, on va trouver ce qui nous intéresse. Ce qui est souvent un peu compliqué, c'est la recherche qu'on doit faire, le processus de d'élagage de tout ce qui est de cette profusion pour trouver exactement la bonne branche sur laquelle on doit investir. Et ça, c'est des sujets que j'ai déjà traités sur la chaîne et que je vous encourage à aller parcourir mes autres vidéos pour essayer de le découvrir, notamment sur comment consommer de l'open source. Alors, il y a toujours des conditions et il n'y a pas de baguette magique. Je crois que je le dis pratiquement systématiquement. L'open source nécessite un certain nombre de choses à maîtriser, des enjeux et des risques. Qu'est-ce qu'on a parmi ces enjeux et ces risques? Les coûts cachés de la maintenance. Oui, choisir une solution open source, ça nécessite que vous sachiez la mettre à jour, que vous soyez capable de la corriger, que vous soyez capable de comprendre ce qui est nécessaire pour maintenir dans un niveau de sécurité et de fonctionnement correct le logiciel que vous avez mis en place, ou effectivement peut-être dans ces cas-là se faire un peu accompagner. Et je pense que cet accompagnement doit se mettre en place progressivement au fur et à mesure que la structure qu'on a fabriquée en tant qu'entrepreneur se démontre. Et c'est tout l'avantage de l'open source, c'est que si on a bien compris ce risque, et qu'on regarde comment il augmente avec le temps, plus votre entreprise va réussir, plus le risque est élevé parce que son échec va vous faire perdre de plus en plus d'argent, plus vous devez vous outiller, soit par vous-même, par la compétence en interne, soit par des partenaires, pour mitiger ce risque. Et là, il y a profusion, et même en France, il y a une vraie luxuriance de partenaires qui permettent de développer des composants additionnels, de maintenir et d'aider et d'accompagner pour déployer des solutions open source. Il y a un autre défi, pour le coup, c'est la compréhension et l'intégration de toute la complexité qu'il peut y avoir autour de l'open source en termes de licences et de responsabilité ou de droits ou de devoirs vis-à-vis de ces licences. Il existe des dizaines de licences, je l'ai déjà largement exprimé sur cette chaîne, et du coup, quand on est un jeune consommateur entrepreneur, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'open source, c'est le bénéfice de l'open source. Mais pour tirer le bénéfice de l'open source, il faut un minima le comprendre. Il va falloir quand même passer un petit peu de temps pour comprendre, et je suis là pour ça. Je suis là justement pour essayer de donner des axes de compréhension, des axes de maîtrise suffisantes pour pouvoir se dire, oui, l'open source est un chemin praticable, parce qu'il y a énormément d'avantages, mais oui, il y a un ticket d'entrée. Et moi, mon objectif sur UltraRain, c'est de montrer tous les aspects à bien prendre en compte pour bien consommer de l'open source. Le troisième enjeu ou risque que je veux souligner, c'est le risque de fragmentation. Alors oui, l'open source, il y a un risque que j'exprime souvent sur la division, la segmentation qu'il peut y avoir sur certains projets. La gestion des versions, oui, c'est difficile à vivre. Après, est-ce que c'est fondamentalement plus difficile à suivre que sur le logiciel propriétaire? Je ne pense pas. Et puis, il y a ce fameux absence de support éditeur. Oui, il va falloir apprendre à consommer différemment. D'abord dans une phase autonome, et c'est ce qu'on dit là, on parle de l'entrepreneuriat, donc là il y a une part, effectivement, il y a une part de risque, il y a une part de challenge, mais finalement, fabriquer une entreprise, c'est prendre un risque. Donc les gens qui sont des entrepreneurs dans l'âme, c'est les gens qui ont une intégration du risque, qui ont une facilité à mesurer ce risque, à calculer ce risque, à pas faire du poker dès le début, hein, et du coup, ils vont effectivement faire cet effort de comprendre que oui, on doit le consommer différemment, et oui, il va falloir apprendre comment bien le consommer. Et comprendre, surtout, qu'une grosse partie de ce support, c'est un support communautaire, mais qui demande de l'intégration, de la volonté de s'intégrer dans ces communautés pour en tirer le fruit, le bénéfice complet. Alors, on va essayer un petit peu de faire la checklist de l'entrepreneur malin. L'open source, on l'a dit, c'est ni magique ni totalement gratuit, donc il faut effectivement respecter
une petite checklist, là, comme si on allait démarrer l'avion. La première chose, c'est auditer avant d'adopter. Donc la communauté du projet est-elle active? Le projet est-il mis à jour régulièrement? La documentation est-elle claire? Si vous voulez aller beaucoup plus loin sur cette approche-là, regardez ma vidéo qui traite de comment bien consommer l'open source. Donc ça, super important. On ne consomme pas à l'aveugle. Alors ça peut être aussi le fruit de l'échange social avec ses proches ou de gens qui sont compétents sur le sujet. Et encore une fois, l'open source vient avec une démarche globale d'ouverture et de partage. Donc vous trouverez les interlocuteurs qui vont vous aider à auditer et ou adopter. Ensuite, c'est toute la partie peut-être un peu rébarbative, c'est vérifier les licences, vérifier ses obligations dessus pour s'assurer que... Alors ça, c'est peut-être beaucoup plus valable pour les gens qui vont vraiment construire au-dessus du logiciel et donc les profils plus techniques, hein, notre développeur plutôt que notre créatrice, parce que la créatrice va le consommer presque en l'état, le développeur va investir dessus. Et là, lui, il a une vraie obligation à aller regarder ce qu'il fait, à s'assurer qu'il respecte bien les licences en fonction du copyleft ou du no copyleft, parce que quelque part, sinon, ça pourrait mettre en péril dès le début ce qu'il est en train de fabriquer, parce qu'il n'a pas respecté les droits en fonction des librairies, des logiciels qu'il consomme. Alors, voilà, hein, je vous le redis, hein, allez voir ma vidéo qui s'appelle Comment bien consommer de l'open source. La troisième étape de notre checklist, finalement, j'en ai déjà plus ou moins parlé quand on a fait la vidéo sur la dette technique. Oui, on doit respecter des principes qui sont de prévoir le futur et d'envisager le MCO, le MCS, de tout ce qu'on met en œuvre, parce que c'est notre business qui va reposer dessus. Parce que peut-être c'est même notre business qui est construit dessus. Donc on prévoit du temps, de l'argent ou des moyens de soutien pour mettre à jour, pour gérer les aspects MCS, mise en conformité, maintien en conditions de sécurité et maintien en conditions opérationnelles, MCO, MCS, d'accord? C'est indispensable. Sinon, c'est un cas d'échec potentiel. Et enfin, le dernier que moi je veux mettre dans cette checklist, c'est ne restez pas seul. Vous venez consommer quelque chose qui est fabriqué dans une démarche communautaire. Donc participez à la communauté, posez des questions, faites du feedback. Vous avez tout intérêt à faire ce feedback parce que si vous le faites, bah, potentiellement vous allez provoquer l'évolution, l'amélioration de la solution que vous utilisez, parce que vous allez apporter quelque chose de nouveau, un œil nouveau sur ce que vous utilisez, un use case nouveau qu'ont pas vu les gens qui ont produit le logiciel. Et l'open source, c'est un domaine d'ouverture, et donc potentiellement, ça peut être pris en compte. Ça peut même être proposé. Et là, on a les deux profils. On a le profil un peu plus consommatrice, ou le profil un peu plus contributeur, et c'est plus, là, je m'adresse plus, probablement plus à la partie contributeur. Mais même dans le cadre de la consommation, on peut faire de la consommation intelligente. On doit faire de la consommation intelligente. Surtout si l'objectif, c'est de vouloir réduire ses coûts. Et puis on envisage les offres de support commercial si le besoin devient critique. Et c'est là où on va vers l'open core. Alors, c'est important de le rappeler, l'open source c'est un état d'esprit. C'est de se transformer d'un simple consommateur à un acteur. Et c'est même valable pour notre jeune créatrice. C'est clairement, hein, Chloé, là on va essayer de regarder dans le futur. Allez, on s'éloigne, on avance. Chloé, elle a réussi. Elle a rapidement fait appel à des entreprises du numérique libre, puis embauché ses propres développeurs. Elle demande à son équipe IT de publier. Elle a monté une vraie boîte. Elle est présente sur le marché. Elle fait les Fashion Week et tout. Enfin, c'est la grosse éclate. Et maintenant, elle demande à ses équipes IT de publier en open source le plus possible. Elle a même été effectivement jusqu'à sacraliser du temps pour qu'ils soient capables de contribuer à ces projets. Elle y trouve un intérêt, parce qu'au final, les logiciels sur lesquels elle s'est appuyée, ils évoluent aussi. Ils évoluent dans une démarche de partage et de bien commun, mais ils évoluent aussi pour elle, parce que clairement, potentiellement, l'effort de contribution que font ces équipes est multiplié par un effort de contribution collectif. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça lui apporte en image. Elle est autant connue sur les podiums que sur les marchés. Elle a été élue entrepreneuse de l'année 2034 parce qu'effectivement, elle démontre de façon efficace le fait que produire du bien commun, c'est produire de la valeur et que c'est un modèle gagnant-gagnant. Et de l'autre côté, on a notre Léo. Alors Léo, son logiciel Tassflow, c'est un succès.
il a découvert des bugs dans Svelte, il a corrigé le bug, il a partagé sa correction avec la communauté au tout début, hein. Il a rendu le produit meilleur pour tout le monde, mais en même temps, lui, il a rendu le produit meilleur pour lui-même, et il a gagné en crédibilité. Donc, quelque part, il a gagné dans l'image qu'on peut avoir de lui en termes de compétents, d'experts sur les technologies, et quelque part, il a pu se diversifier avec ce genre de choses. Son entreprise, elle est devenue extrêmement florissante. Elle propose maintenant, au-delà de ce produit disruptif, d'autres produits indispensables pour le marché des PMU. Il a bien compris le principe même des doubles licensing. Le modèle open core, pour lui, ça n'a pas de secret. Il est devenu une référence qui lui a permis de devenir une des licornes européennes. Et puis, bah, il démontre que le modèle open core, c'est un modèle gagnant-gagnant. Alors, effectivement, là, j'enjolive, j'essaye simplement de vous montrer que ce schéma-là, en consommant de l'open source, ces schémas-là sont des schémas possibles. Mais ça va pas faire tout. C'est pas parce qu'ils ont fait de l'open source qu'ils ont arrivé à ça. Ce qui est important derrière, c'est de comprendre que ça n'est possible que si derrière on a la volonté et le fait d'intégrer les risques et de les prendre correctement, la volonté, la dynamique, mais que du coup, quand on a cette volonté, on doit mettre tous les atouts dans sa poche, et parmi les atouts les plus importants, il y a l'atout de l'open source. Alors, comment on va conclure un petit peu toute cette histoire? Donc effectivement, on va parler d'un triptyque gagnant pour les entrepreneurs. Maîtrise des coûts et un petit peu d'agilité financière. Hein. L'open source, ça permet de se lancer, de grandir et de faire grandir son entreprise avec plus de souplesse budgétaire, moins d'investissement initial. Hein. Donc on n'a pas besoin effectivement de cracher au bassinet avant même d'avoir commencé à produire de la valeur. On va faire les choses de façon beaucoup plus itérative, beaucoup plus progressive. On a donc cette flexibilité budgétaire, on alloue les ressources d'abord sur son cœur de métier, sur son produit, sur la vente de son produit, la commercialisation de son produit. Et puis en plus, on a effectivement cette prévisibilité des coûts parce qu'on n'a pas de dépendance commerciale qui peuvent nous donner des mauvaises surprises, des lock-in qui potentiellement, on va être obligé de les subir. Ensuite, on parle d'un accélérateur de l'innovation et du développement. Plutôt que de réinventer la roue, l'open source, ça donne accès à des formidables fondations technologiques, robustes, éprouvées, et les plus gros acteurs du marché le savent très très bien. Donc pourquoi les plus petits acteurs du marché ne l'utiliseraient pas de façon presque intrinsèque, génétique? C'est un accélérateur du time to market exceptionnel, puisqu'effectivement, on va avoir les choses directement fabriquées, des briques fiables, déjà existantes, matures et réutilisables, adaptables. On bénéficie de l'intelligence collective et de l'apport contributif collectif d'une communauté souvent mondiale, quand on a fait les bons choix et qu'on a choisi les bons logiciels, et de cet apport en amélioration continue, en support, en MCO et en MCS, presque un petit peu naturel de ce que peut proposer une solution open source. Et en plus, il y a ce sujet de la personnalisation qui devient presque infini en fonction de la dynamique des communautés. Et donc la possibilité de créer une solution qui est la plus adaptée, qui devient presque unique, avec du coup un vrai avantage concurrentiel qui va être durable dans le temps. Enfin, c'est un levier stratégique de crédibilité et de croissance. Tout à l'heure, je parlais de notre ami Léo. Effectivement, le fait de faire du contributif open source, c'est aussi se fabriquer une image d'expert démontrée par du tangible, par de la réalisation concrète. L'open source, c'est pas qu'un choix technique, c'est un atout pour attirer les meilleures ressources, parce que justement, je me suis démontré comme un acteur compétent et impliqué. Je vais fédérer autour de moi, je vais pouvoir venir capter les équipes les plus efficaces possibles. Donc je vais augmenter cette attraction des talents qui vont effectivement, par ce magnétisme de la compétence et de la motivation et du fait de vouloir produire. C'est un gain de transparence et de crédibilité, parce qu'effectivement, il n'y a pas de... Ce que vous produisez, ou quand on est une société open core, ce qu'on produit, bah, les gens peuvent vérifier que la qualité est bonne, parce que c'est librement vérifiable. Ce que ne pourra jamais faire un logiciel propriétaire. Et enfin, il y a ce sujet autour de la pérennité de la solution et de l'indépendance. Alors oui, c'est pas forcément
intrinsèque. C'est pas parce qu'on fait de l'open source que la pérennité est garantie, mais en tout cas, on aura des possibilités de faire continuer le produit, le projet, la solution sur laquelle on s'appuie, alors même que la structure commerciale qui l'avait fabriqué ou la structure communautaire qui l'avait fabriqué ne le maintient plus parce qu'on va pouvoir le forquer et parce que ce code source va rester disponible. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un investissement à la fois en moyens, en coûts, en énergie pour pouvoir faire ce genre de choses si on n'a pas compris comment on peut utiliser le maillage d'entreprise pour nous aider dans cette mission. Alors, voilà, je voulais faire un parcours qui démontre, hein, qui prouve que faire de l'open source, c'est pas que pour les GAFAM, c'est pas que pour les petites entreprises, c'est pas que pour les moyennes ou les grosses entreprises, c'est aussi un moyen de créer, de fabriquer l'entreprise. Donc je vous remercie, et puis je vous souhaite une bonne soirée, et je vous attends sur les prochaines vidéos sur Ultra Green. Abonnez-vous!